Je vous le disais, nous sommes avec Joachim Baba Minimono, coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. Et bonjour d'abord. Bonjour Alcini. D'accord, on va parler de la manifestation du FNDC. Vous avez même appelé vos militants à rejoindre la manifestation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée de manifestation? Écoutez, premièrement, nous déplorons les cas de mort au nombre de 5. Nous déplorons les nombreux cas de blessés, graves d'ailleurs, et aussi les destructions de biens publics et privés. Mais il faut le dire, tout ceci n'est arrivé que par la faute des autorités à la fois municipales que du CNRD, qui se sont inscrites dans une logique d'interdiction systématique des manifestations qui sont pourtant de droit, consacrée par la charte de la transition, articles 34 et 8, alinéa 2, par la charte africaine de la démocratie, mais également la convention internationale sur les libertés civiques et politiques, mais aussi la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, on ne peut pas de but en blanc interdire les manifestations de manière systématique. Ce n'est pas possible. Bien vrai que la loi permet d'empêcher une manifestation, mais cette même loi exige que cela soit fait par voie de décision, et de décision suffisamment motivée. D'accord, mais on m'a parlé de manifestation, on a parlé de manifestation pacifique, mais là, c'est une manifestation violente qui s'est passée. Ne faisons pas d'amalgame. La manifestation qui a été appelée par le FNDC était voulue citoyenne, pacifique. Mais voyez-vous, lorsqu'on empêche de façon systématique, il faut s'attendre à deux choses. La première, c'est d'une part des citoyens qui tiennent vaille que vaille, non pas à braver un interdit, mais à exercer un droit constitutionnellement reconnu. Et de l'autre, des agents qui ont une instruction ferme d'empêcher tout regroupement. Voyez-vous, et vous avez suivi d'ailleurs le colonel Balasamora sur le terrain, vous avez suivi les agents postés sur le terrain à la tannerie qui se vantaient d'avoir empêché, n'est-ce pas, tout regroupement au rond-point. Mais il y a le deuxième facteur. Le deuxième facteur, c'est qu'on a entendu sur les studios, sur les ondes de films, dans l'émission Mirador du 27 juillet, il faut le dire clairement, le coordinateur national du FNDT qui a promis d'œuvrer pour empêcher cette manifestation. Et effectivement, il y a eu des situations déplorables, des cas de contre-manifestants aidés, entretenus, soutenus, transportés même par les agents de défense et de sécurité. N'est-ce pas? Il y a des scènes aujourd'hui, des images qui montrent des contre-manifestants arrêtant des jeunes qui les mettent à la disposition des gendarmes, mais également des manifestants transportés par des pick-up de gendarmerie. Là, il y en a eu à Agbessia, il y en a eu à Concasseur, notamment au carrefour Combos, il y en a eu sur l'axe entre Carrefour Sirage jusqu'à Walindara, il y en a eu. Donc voilà tous les facteurs qui ont donné naissance à ces violences inouïes. Donc, je vais poser cette question. Et quand on prend cette manifestation du FNDC, c'est plutôt sur votre fief que vraiment ça manifeste. On a vu sur l'autoroute et sur l'axe Lambani où vraiment il n'y a pas eu de manifestation. Pourquoi c'est sur votre fief, dans votre fief vraiment, qu'il y a les manifestations? Nous ne sommes pas en période électorale pour parler de fief, mais je dois vous dire que le rassemblement était prévu à la tannerie. On ne dira pas que c'est un fief de l'UFDG là-bas. Et les événements qui se sont déroulés à Sankumbaya, à Gbessia, on ne dira pas que c'est l'UFDG non plus là-bas, c'est notre fief. Mais une chose est claire, c'est que des gens font tout pour qu'il n'y ait pas de manifestation sur l'autoroute Fidel Castro, pour que les événements se rabattent sur l'autoroute Le Prince, afin de pouvoir réprimer, parce qu'on est arrivé à faire accepter une idée aux gens. C'est une communauté, c'est si vous voulez, c'est une portion du territoire qu'on a qualifié de tous les péchés d'Israël, voyez-vous. Et donc là-bas, il faut réprimer sans pitié. Sinon, je parie que l'objectif d'empêcher toute manifestation sur l'autoroute, c'est d'éviter de montrer
que le FNDC, que les acteurs politiques qui détestent, qui contestent aujourd'hui la manière dont la transition est gérée, sont aussi suivis et populaires sur cet autre axe que sur le Prince. Je parie que si le FNDC avait demandé une marche sur le Prince, les autorités l'auraient accepté comme elles l'ont fait au temps d'Alpha. D'accord. Avant de revenir sur l'arrestation de Foni Kemenge, parlons aussi il y a eu des cas de mort, des dégâts matériels. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'UFDG envisage réellement de faire? Nous avons commencé par déplorer les cas de mort. Nous allons évaluer la situation. Il ne faut pas rejeter ça, renvoyer ça à l'UFDG. Il faut plutôt demander qu'est-ce que le FNDC compte faire. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas... Vous avez appelé aussi vos militants? Jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas organisateurs. Nous avons été des participants. Et nous assumons pleinement notre mot d'ordre qui a consisté à appeler nos militants à répondre à l'appel citoyen, l'appel patriotique du FNDC. Maintenant, s'il y a eu des désagréments, nous sommes aussi victimes, il ne faut pas l'oublier. Voilà, vous l'avez compris, nous étions avec le coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG et nous allons retrouver Félix pour la suite de l'émission. C'était donc Joachim Baba Milimouno qui répondait aux questions de Alcien Barry. Nous allons donc à la rencontre de Mori Kaba, il est le président de l'Avenir d'une Guinée Nouvelle. Ensemble aussi, nous allons décrypter l'actualité politique qui a miné cette semaine, mais également nous allons parler de son parti politique. Comme vous le savez, il était à la tête de UDIR, mais aujourd'hui, il est à la tête d'une autre formation politique. Qu'en est-il? Il va nous donner les réponses de ce parti politique. Suivez. Voilà, chers tous et toutes, on poursuit l'émission. Nous sommes venus à la rencontre de M. Mori Kaba, il faut le rappeler. Il est le président de l'Avenir d'une Guinée Nouvelle, mais également président de l'APAV, l'Alliance des partis pour la victoire. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est à moi de vous dire merci, de m'avoir surtout donné l'opportunité de m'exprimer sur vos antennes. Surtout quand on a besoin de s'exprimer, surtout sur les questions d'intérêt public. On va donc commencer avec l'actualité. L'actualité oblige, on parle de la manifestation organisée, projetée par le FNDC le 28. Ça fait des morts. Pour vous, est-ce qu'il y avait nécessité d'organiser cette manifestation? Je commence d'abord par présenter mes sincères condoléances à toutes les familles éplorées. Je crois qu'on pouvait éviter tout cela et je m'incline pieusement devant la mémoire de toutes ces victimes. Vous savez, pour ceux qui me suivent souvent, j'ai souvent l'habitude de le dire, qu'en politique, il y a plus d'art que de science en sciences politiques. C'est-à-dire que nous devons souvent tirer les leçons des événements qui se sont passés pour essayer de se faire une idée pour comment marcher. Alors, quand vous remarquez en Guinée, vous vous rendrez compte qu'en réalité, depuis un certain moment, pour ceux qui suivent l'actualité en Guinée, il y a quelques décennies, les marches qu'on appelait souvent pacifiques ont fait souvent plus de morts qu'il y a eu des marches où il n'y a pas eu de morts. Donc, quand il y a marche en Guinée, manifestation, en guillemets, ce qui ressort, on est souvent surpris de voir qu'un événement s'est passé sans qu'il y ait mort, qu'un événement se soit passé quand il y a mort. Alors, moi, je fais partie des politiques qui avaient jugé utile et nécessaire depuis un certain moment qu'en regardant l'actualité politique en Guinée, ou bien ce que nous avons connu depuis plusieurs décennies, il était très impératif d'accorder un délai moratoire, s'il faut appeler comme ça, parce que j'estime tout simplement que nous n'avons pas la civilité présentement de contenir les manifestations pacifiques en Guinée. Pourquoi? Je reviens encore une fois de la plus. Où chaque fois qu'il y a manifestation, cela se solde par des morts d'hommes. Et la meilleure façon de se juger, c'est de juger l'autre plutôt, c'est de se juger d'abord. Est-ce que les personnes qui meurent, est-ce que si c'était nos frères, si c'était nos enfants, si c'était nos parents, comment nous allons prendre tout cela? Donc je pense que si tu ne veux pas que de telles choses arrivent à ta famille, tu ne dois pas souhaiter autant aussi pour la famille des autres. Mais vous savez, beaucoup de personnes sont ceux qui pensent aujourd'hui qu'en politique, il n'y a pas de morale parce que c'est une thèse qui a été
développée par un certain penseur. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent plutôt qu'en politique, il y a bien entendu, il y a la morale. Même si c'est vrai qu'il y a quelqu'un aussi qui dit que même si en politique, on considère qu'il n'y a pas de morale, mais elle ne peut pas aussi se faire sans elle. Mais je vais vous dire tout simplement qu'en politique, il y a la morale. Pourquoi? J'ai souvent l'habitude de le dire. Quand vous regardez, la première personne ayant fondé le premier gouvernement sur cette planète Terre, moi en tant que musulman, par exemple, c'est le prophète Mohammed alayhi salam ibn Abdullah. Il était un chef d'État. Abou Bakr était son premier ministre. Omar Ibn Khattab était son ministre de la Justice. Anafan était son ministre de l'Économie et des Finances. Alors, quand vous regardez cela, un jour, Omar, il était assis dans son bureau. Quelqu'un vient, il rentre, il lui donne la place. Quand la personne a commencé à parler, il a interrompu. Il y avait 2 bougies sur sa table. Celle qui était à droite était allumée, celle qui était à gauche était éteinte. Il a éteint celle qui était à droite et allumé celle qui était à gauche. Après, tout de suite, là, il lui a dit, écoute, tu peux continuer à parler. L'interlocuteur lui demande, Omar, mais pourquoi tu as fait ça? Il lui dit, non, la bougie à ma droite, c'est l'argent du gouvernement qu'il a acheté. La bougie à ma gauche, je l'ai achetée de ma poche. Quand tu viens me voir dans un cadre administratif, c'est tout à fait normal que la bougie à droite brûle. Mais si tu viens me voir dans un cadre social et que la bougie à droite continue à brûler, c'est que j'ai triché l'État. Est-ce que quelqu'un peut vous dire qu'en politique, il n'y a pas de morale? Dieu a dit à qui de mentir, de tricher, de faire mal à sa population, ou bien de ne pas être juste ou bien équitable avec les populations? Je pense que tout simplement non. Mais non, à la base, l'organisation de cette manifestation, parce qu'ils avaient déjà émis un communiqué, et dans le communiqué, on pouvait lire 6 points. Mais dans ces 6 points, on pouvait quand même lire un seul point qui peut contenir ces 6 points, c'est le dialogue. C'est vrai, ils ont parlé de l'instrumentalisation de la justice, mais également, la chose la plus importante à retenir dans ces 6 points, c'est le dialogue. Pour vous aujourd'hui, parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas un véritable cadre de dialogue, non seulement entre les acteurs sociaux, politiques, mais aussi de la société civile. Est-ce que vous êtes d'avis avec eux qu'il n'y a véritablement pas un cadre de dialogue qui permet de parler franc? Ça n'engage que moi, je sais que j'ai souvent dit qu'il n'y a pas quelque chose de plus difficile que de vouloir réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Le CNRD, à un certain moment, a invité les acteurs politiques pour venir s'exprimer. Ils ont dit un cadre de dialogue, d'autres vont avec les jeux de mots, d'autres parlent de cadre de dialogue, d'autres parlent de cadre de concertation. Vous comprenez français peut-être mieux que moi. Mais dites-moi, quelle est la différence? Peut-être le mot en tant que tel, mais le fond, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut se retrouver, parler entre Guinéens pour trouver des solutions qui puissent aboutir à une élection, en fait une transition apaisée, qui va se solder par une élection libre et transparente, pendant maintenant lesquelles les Guinéens seront libres de choisir les candidats de leur choix. Alors, le CNRD avait dit un premier temps de venir, on va essayer de parler. Moi, je fais partie des acteurs qui ont répondu à cet appel, mais il y a beaucoup qui ont boycotté et je ne connais pas la raison pour laquelle ils ont boycotté ce cadre de dialogue. Deuxièmement, encore, nous avons été, je crois que encore ces mêmes jeux de mots sont venus, ce n'était pas cadre de concertation, c'était plutôt cadre de dialogue. Mais je dis encore une fois de plus, le plus important, c'était qu'on vienne. Parce que les Guinéens doivent apprendre maintenant à faire quitter les débats dans la rue pour se réfugier dans les institutions. Qu'on vienne autour de la table parce que la vérité ne se possède pas. Ce n'est pas à l'apanage de quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qui appartient à un groupe de personnes. Mais la vérité ne peut résulter que d'un débat contradictoire, effectif, mais participatif aussi et sincère, dépourvu de toute passion. C'est en cela qu'on peut se retrouver, discuter, trouver des solutions qui puissent aboutir vraiment à un certain idéal. Mais moi, Mori Kaba, l'alliance que je préside aujourd'hui, c'est-à-dire l'Alliance des partis pour la victoire, le parti que je préside, le Parti de l'avenir d'une Guinée nouvelle, AGN, nous sommes formels là-dessus. Nous faisons partie de ceux qui avons estimé tout simplement qu'avant qu'on ne fasse quoi que ce soit, il faut assainir ce pays. Assainir ce pays, ça veut dire quoi? Vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez la République de Guinée, prenez par exemple Amdalaï, Koza, etc., continuez. Vous n'avez pas plus de 4 écoles publiques. Une femme qui n'a pas pu avoir 15 000 francs pour avoir accès à Donka, voulez-vous qu'elle paye par exemple 2 millions pour amener son enfant à l'école? Cet enfant, il va grandir, il est dans les conditions lamentables. Quand on dit de sortir, ce sont ces enfants qu'on a abrutis, qu'on instrumentalise, qu'on amène dans les rues pour dire démocratie. Je pense que ceux qui ont créé
cette condition malsaine que nous vivons aujourd'hui, il faudrait qu'ils rendent compte, parce que les gens se sont accaparés des biens de l'État et se sont enrichis de façon illicite. Et c'est pourquoi nous avons dit impérativement que le CNRD, si sa mission doit se résumer seulement qu'à l'organisation des élections, nous estimons que le coup d'État n'a pas eu de sens. Alors, s'ils veulent donner un sens, nous revenons encore là-dessus. Il faut assainir surtout les finances publiques, engager les audits et soulever les questions de redevabilité pour tous ceux qui ont géré cette nation. Parce que c'est à travers cela seulement qu'on pourra vraiment refonder la nation, refonder l'État et désormais donner un nouvel élan à la Guinée. C'est en fonction de cela que nous allons aboutir à une solution probante qui va prendre en compte tous les besoins vitaux des populations. Justement, en parlant donc de sens, donner un contenu, un sens à cette transition, on parle également de la durée, du chronogramme de la transition. Pour les acteurs de la junte, pour la junte, le problème n'est pas la durée, mais le contenu. Or, pour la junte, pour le CNRD, le problème, ce n'est pas la durée, mais que c'est le contenu de la transition. Pendant que quelques acteurs politiques demandent à aller directement aux élections, vous, président de partis politiques, hommes politiques, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est le contenu qui doit prévaloir sur la durée ou que c'est la durée qui doit prévaloir sur le contenu? Dès les premières heures, nous faisons partie de ceux qui avons estimé tout simplement que c'est le contenu qui doit déterminer la durée de la transition. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure là qu'on doit être capable souvent de tirer les leçons de ce qui s'est passé. Alors, l'aboutissement bien, l'objectif de toute gestion de la chose publique doit être le bien-être des populations. Pourquoi la gestion d'une transition doit se résumer seulement qu'à l'organisation des élections? J'ai dit tout simplement non. Je vais vous donner des exemples. Lorsque Dadis Camara est arrivé en 2009 ici, en Guinée, en l'espace de 3 mois, avec le ministre du contrôle économique Alassane Onopogui, ils ont pu mobiliser 700 milliards de la main de ceux qui avaient volé l'argent de l'État, avec 20 et quelques millions de dollars en 3 mois. C'était une prouesse. Avec ça, Dadis avait estimé tout simplement qu'il fallait essayer d'électrifier toute la Guinée avec les centrales thermiques. Moi, j'ai été au Burkina, j'ai été au Sénégal, j'ai été en Mauritanie, j'ai été au Maroc. J'ai été dans plein de pays africains où il y a les centrales thermiques. Il y a plus d'électricité dans ces pays-là que la Guinée. Alors, les centrales thermiques, pour les construire, ça ne va pas prendre 6 mois. Il avait estimé qu'il fallait électrifier toute la Guinée avec les centrales thermiques. Mais il y avait des Guinéens qui sont sortis pour dire que non, il fallait empêcher Dadis d'envoyer l'électricité en Guinée parce que s'il l'amenait, que cela allait lui donner une popularité et que s'il avait une popularité, il allait se camponner au pouvoir. Mais dites-moi, on cherche à avoir l'électricité ou bien on doit choisir la tête de ceux qui doivent amener l'électricité? On cherche le développement ou bien on doit choisir spécifiquement la tête de ceux qui doivent amener le développement? Donc il faudrait qu'à un certain moment qu'on arrête. Tous les enfants de ce pays appartiennent à une communauté, à une famille, à un père et une mère. Quand tu ne veux pas le mal pour un enfant de ta communauté, un enfant aussi de ta famille, tu ne dois pas souhaiter aussi autant le mal aussi pour la famille d'autrui. Parce que quand c'est comme ça, ça provoque le république identitaire et on n'en a pas besoin dans une république, dans une nation. Parce qu'au-delà de tout, il faut comprendre qu'aujourd'hui la Guinée est un pays qui a immensement souffert, malgré tout le potentiel que nous avons. Je vous disais tout à l'heure que, regardez par exemple, avec 13 millions d'habitants, avec une superficie de 245 857 km², que nous avons seulement qu'un budget prévisionnel de recettes et dépenses de 2,4 milliards de dollars, et puis parfois déficitaire. Pendant tout ce temps, nous avons tout ce que nous avons en Guinée ici. Je vous donne un exemple. Chez nous, par exemple, à l'AGN, nous faisons partie de ceux qui estiment tout simplement qu'il faut la nationalisation de certains moyens de production, parce que c'est cela notre vocation. Alors, prenez tout à l'heure, le CNRD est arrivé. Il y a 30 et quelques années, la vente du carburant est assurée par les compagnies extérieures ou bien des personnes extérieures. Alors, si nous, Guinéens, nous faisons en sorte aujourd'hui que certaines choses reviennent dans le portefeuille de l'État, ça va enrichir l'État, ça va permettre à l'État de faire face à ses obligations. On appelle le pétrole l'or noir. Aujourd'hui, grâce au CNRD, ils ont pu amener ça dans le portefeuille de l'État. Nous partons plus loin. Par exemple, toutes les sociétés aurifères qu'il y a en Guinée présentement doivent être là, par exemple, dans le portefeuille de l'État. Il faudrait qu'à un certain moment, on s'assume. Alors, ceux qui ont créé un libéralisme sauvage, qui se sont enrichis sur le dos de l'État,
veulent qu'on précipite les élections. Ils ont volé ce pays. Ils veulent aujourd'hui que les conditions là se créent. Ils vont encore continuer à instrumentaliser les personnes qu'ils ont souvent l'habitude d'instrumentaliser avec l'argent volé de l'État pour qu'on organise les élections et que cela tombe dans leurs mains. Nous disons non. Nous estimons tout simplement qu'il faut assainir les finances publiques, il faut engager les questions de redevabilité. Maintenant, à l'issue de cela, que tu aies 20 ans, que tu aies 30 ans, que tu aies 60 ans, moins peu nous importe. Nous allons confronter nos idées, les projets de société. À l'issue de cela, les Guinéens feront une analyse synthèse et comparative pour voir dans le fond quel est le parti politique ou bien le candidat qui présente aux Guinéens un projet de société dûment qui prend en compte tous les besoins vitaux des populations pour sortir ce pays de sa léthargie. Nous sommes avec Mori Kaba, il faut le rappeler, il est le président de l'Avenir d'une Guinée nouvelle et par ailleurs président de l'Alliance des partis politiques pour la victoire. Alors pour terminer, il y a une question qui taraude non seulement l'esprit de quelques acteurs politiques, mais la plupart de certaines personnes qui observent la scène politique guinéenne. Ils pensent que vous êtes le candidat du CNRD. Je crois que j'ai vu des gens qui ont fait des lives sur Facebook et les directs allant dans ce sens. J'en ai entendu des échos. Mais ce que je vais dire aux gens, quel que soit ce que Mamadi Doumbouya voudra, il n'a qu'une seule voix. Il ira s'exprimer dans les urnes. Est-ce que Mori Kaba ira vers tous les acteurs pour les convaincre avec des idées, avec des mots justes vraiment qu'il faut, pour les convaincre de voter pour lui? Je le ferai, oui. Est-ce que nous irons vers les populations à la base pour les convaincre de voter pour l'AGN? Nous le ferons, oui. Est-ce que nous irons vers les acteurs, les Guinéens de l'extérieur, pour les convaincre pour voter pour nous? Nous le ferons. Nous allons demander à tous les Guinéens que s'ils veulent vraiment que la Guinée aille de l'avant, une façon d'adorer d'ailleurs Dieu. Je suis musulman, je crois vraiment à ma religion. On dit que c'est aussi défendre sa nation à tout prix. Alors, si vous aimez votre nation, essayez de prendre tous les programmes de société qu'il y a en Guinée, faites une comparaison. Si vous trouvez que le projet de l'AGN est le meilleur projet, choisissez le candidat que l'AGN va présenter. Et je pense qu'à l'issue de cela, si je suis élu président de la République, comme je le souhaite, je le pense, je l'estime, je pense que ce rêve aussi va se réaliser, parce que c'est une conviction. On dit en management que lorsque vous voulez atteindre un objectif, ayez 85% de conviction, 10% de moins et 5% de savoir. Mori Kaba a une conviction qui est plus grande que le ciel et la terre. Je me bats pour cela, pour diriger ce pays, parce que je pense que j'ai les atouts nécessaires pour sortir ce pays de sa léthargie. C'est ce qui est plus important que les petites rumeurs. Voilà, parole d'un homme politique. Monsieur Mori Kaba, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout, mais je voudrais dire à tous les Guinéens, je suis devant le micro, je suis croyant. Dieu connaît ce que l'être humain cache au fond de lui. C'est ce que je dis de ma bouche résulte de mon fort intérieur, que Dieu me permette de devenir président de la République de Guinée. Mais si je cache quelque chose, ce que je dis, c'est faux, que Dieu ne me permette pas de devenir président en Guinée. Voilà, c'est sa façon à lui de jurer sur la tête donc de l'État. On poursuit l'émission Week-end politique pour votre plus grand bonheur. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cet autre numéro de Week-end politique. Merci à Abdoulaye Kamara et Aliouba qui étaient au cadrage. Mamoudou Kondé réalise cette émission. Prenez soin de vous. La Guinée nous appartient tous. Que le Seigneur nous protège.